Alors, je m'appelle Stéphanie Morat, j'ai 50 ans, je viens de Bordeaux. J'ai été conseillère en radioprotection pendant une vingtaine d'années dans un des plus grands centres hospitaliers universitaires de France. Et il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai créé mon organisme de formation pour former les personnes compétentes en radioprotection. Voilà, le parcours a été un peu long, mais maintenant je fais ça depuis 2 ans à temps plein. Voilà, j'ai lancé mon organisme de formation qui s'appelle Niveau 2. Alors, donc pour devenir PCR, personne compétente en radioprotection, donc c'est la formation qui s'appelle ça, la formation PCR, il faut avoir un niveau bac scientifique. Voilà, si on n'a pas le niveau, ce niveau prérequis, on peut avoir des remises à niveau, ou sinon l'employeur peut certifier que vous avez ce niveau, votre employeur peut certifier que vous avez ce niveau requis. Une fois qu'on a bien validé que vous avez ce niveau bac scientifique, que vous avez bien ça, eh bien, vous devez faire un parcours de formation dans un organisme de formation qui a été certifié pour délivrer cette formation. Et ensuite, en fonction je dirais, du niveau de risque dans lequel vous allez, de l'entreprise dans laquelle vous allez intervenir, il y a plusieurs types de formations PCR qui s'offrent à vous, niveau 1, niveau 2, et on va jusqu'à la renforcer. Voilà, donc ce sont des formations qui se font forcément en présence, qui ont un temps bien défini par arrêté. Voilà, c'est en nombre de jours, je dirais. Par exemple, le niveau 2, si vous intervenez dans un service de radiologie en interne, ça va être 8 jours de formation. Si vous allez jusqu'à la renforcer, on peut aller jusqu'à 18 jours de formation. C'est donc forcément en présentiel. Et c'est un système qui va changer dans les années à venir. On va dire jusqu'à décembre 2026, on est sur ce système de formation. Et puis après, on attend les arrêtés d'application pour savoir au 1er janvier 2027. Tout ça va changer et va être remis à jour. La formation de PCR, une fois que vous êtes certifié, elle est valable 5 ans aujourd'hui. Il y a des renouvellements tous les 5 ans. Voilà. Donc maintenant, c'est ce qui existe aujourd'hui. On attend janvier 2027 pour savoir quelle sera la suite. Alors, quand on a la formation de personnes compétentes en radioprotection, PCR, on peut soit travailler en interne dans un établissement, public ou privé, ou travailler chez un organisme qui va faire de la prestation de radioprotection. Donc, ça s'appelle un organisme compétent en radioprotection. Et qu'on soit PCR en interne ou OCR en externe, on va avoir des missions de conseiller en radioprotection. Et donc c'est pas un métier au sens propre, c'est pas reconnu aujourd'hui en tous les cas comme vraiment un métier. C'est vraiment des missions qu'on va vous confier, donc on peut faire ça en plus d'un autre métier initial. Hein. Il y a des personnes qui font ça à 10 ou 20% de leur temps, ou des gens qui font ça à temps complet. Ça dépend vraiment de votre situation professionnelle. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'employeur selon le code du travail, et aussi une autre personne qu'on va appeler le responsable de l'activité nucléaire, qui est selon le code de la santé publique responsable comme son nom l'indique, de l'activité nucléaire. Ça peut être 2 personnes différentes ou ça peut être la même personne. Et voilà, donc ces 2 fonctions, employeur et responsable d'activité nucléaire, nous, conseillers en radioprotection, on va les accompagner pour les conseiller sur la mise en œuvre de la radioprotection au sein d'établissements. On va apporter notre concours à certaines missions, peut-être voir comment délivrer la formation à la radioprotection, comment installer, je sais pas moi, des paravents mobiles, conseiller sur l'achat de tabliers de plomb, apporter notre concours au choix de tabliers de plomb, etc. Donc on va conseiller, apporter notre concours, où on va exécuter, on va faire certaines choses très précises qui sont les mesurages et les vérifications. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire des mesures auprès des sources de rayonnement ionisant pour s'assurer que les travailleurs travaillent en toute sécurité. Alors, maintenant l'ASNR, l'Autorité de sûreté nucléaire et de la radioprotection, va vérifier, va venir inspecter, contrôler, plutôt que vérifier, va venir contrôler dans les établissements que l'ensemble des missions sont bien réalisées, et notamment que les travailleurs travaillent en toute sécurité auprès des installations. Et tout le système est vraiment fondé sur l'évaluation des risques dans une entreprise autour d'une source
Alors, on va revenir même un peu en amont. L'employeur doit évaluer les risques professionnels auxquels sont soumis les travailleurs. Quand il identifie qu'il y a un équipement de travail ou une source qui émet des rayonnements ionisants, il va y avoir une délimitation de la zone autour de ces sources-là. Et pour toutes les personnes qui rentrent dans cette zone délimitée, il y a une évaluation de l'exposition. Ça, c'est de la théorie. Et une fois que l'employeur a identifié qu'il y avait une source, eh bien, il va mettre en place 9 principes généraux de prévention. Et très en amont, on a les équipements de protection collective qui vont venir couper les rayonnements au plus proche de la source pour protéger l'ensemble des professionnels. Donc, effectivement, il y a les EPI et le conseiller en radioprotection va venir conseiller l'employeur sur le type de PC, donc équipement de protection collective, l'épaisseur, le matériau, etc. Et en complément, si les EPC ne suffisent pas, mais un peu en deuxième barrière, on va dire, fournir un équipement de protection individuel aux salariés. Donc là, le conseiller en radioprotection, bien sûr, pour conseiller aussi sur le choix des EPI, équipement de protection individuelle, donc les tabliers de plomb, les lunettes, les visières, le casque-thyroïde, des gants. Voilà, ce sont des équipements qui vont protéger l'employé uniquement. Et donc le conseiller en radioprotection va aider l'employeur sur le choix. Et il y a aussi le CSE, le comité social et économique, qui va donner son avis sur le choix des équipements de protection individuelle. Il faudrait que je vérifie, mais le médecin du travail, alors dans les grandes entreprises, il est assez lié au conseiller en radioprotection. C'est peut-être plus compliqué quand on a un service de santé au travail externalisé pour peut-être des entreprises un peu plus petites. Oui. Il faudrait que je vérifie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est le comité social et économique qui donne son avis sur les EPI. Alors, les médecins du travail peuvent participer au CSE aussi. Donc, après le CSE, ils vont donner son avis. Oui. Après, ça peut être intéressant que le médecin du travail aussi donne son avis parce que les équipements de protection individuelle peuvent engendrer un autre risque. Ça a un certain poids. Donc, voilà, il va pas falloir introduire un autre risque TMS, trouble musculo-squelettique, pour le port de tablier. Pour se protéger du rayonnement ionisant. Voilà, c'est une balance entre les deux risques et le médecin du travail a tout à fait sa place dans cette organisation pour aider les employeurs à trouver de bonnes solutions de protection. Vis-à-vis des rayonnements ionisants, on n'a pas grand-chose pour se protéger puisqu'on ne peut pas faire disparaître la radioactivité. On va jouer sur temps, écran, distance. Le moins de temps, le plus loin possible et avec un écran, donc soit un EPC, soit un EPI. Et puis le principe ALARA, as low as reasonably achievable, le plus bas raisonnablement possible. Voilà, des fois on est un peu coincé, on peut pas faire plus. Enfin, on peut pas faire plus bas. C'est là où c'est vrai que les EPI nous aident en fait pour vraiment protéger au maximum le salarié quand l'installation ne nous permet pas de descendre en dessous des valeurs optimisées. Oui, parce que alors il y a niveau 1, niveau 2 et renforcé en formation de personnes compétentes en radioprotection. Le PCR de niveau 1 va pouvoir intervenir uniquement dans une installation qui comprend des zones surveillées. L'exception, c'est la zone contrôlée qui est complètement inaccessible aux travailleurs. Et ça, le niveau 1 peut gérer des zones comme ça. Ça veut dire, si on a une zone contrôlée dans une salle, si on ouvre la porte, par exemple, ou l'accès à cette salle, les rayonnements sont arrêtés et voilà, ça coupe tout rayonnement. Donc là, on peut avoir un niveau 1. Pour tous les autres types de zones, ça sera un niveau 2. Alors, je parle du médical et du petit industriel, hors installation nucléaire de base, qui sont en gros les centrales nucléaires. Là, on a vraiment un module très particulier. Et voilà, on a cette répartition comme ça des formations entre niveau 1 et niveau 2. En fait, toute notre réglementation en France est fondée sur une directive européenne qui date de 2013. Donc une directive que tous les États membres de l'Europe sont censés suivre. Et chaque État membre va prendre cette directive européenne qui donne les grandes lignes de la radioprotection, qui elle-même est fondée sur
des publications internationales, les études. Voilà, l'Europe se nourrit de tout ce qui est les textes publiés et donc publie des directives, en l'occurrence en 2013 concernant la radioprotection. Et chaque État membre va prendre la directive et la traduire dans son droit national. Donc nous, en France, les derniers textes sur lesquels, qui ont pris cette directive et qui ont traduit, donc on a une ordonnance et puis des décrets qui sont parus en 2018. C'est vraiment les deux décrets Code du travail, Code de la santé publique qui sont les piliers qui soutiennent notre réglementation. Et ensuite, on a tout un tas de textes qui viennent préciser certains points très précis de ce décret de 2018 qui s'appelle des arrêtés. Et alors là, on en a pléthore. Il y en a qui datent peut-être de 2019, les premiers, oui, notamment sur la formation PCR qui date de décembre 2019. Et puis, on en a en permanence et on en attend encore certains qui vont venir préciser des points très particuliers. Donc oui, la réglementation, elle est fournie. Il faut, quand on est conseiller en radioprotection, il faut se tenir à jour très régulièrement et il faut savoir entretenir sa veille réglementaire pour suivre l'apparition de ces textes. Le conseiller en radioprotection est très au fait de la réglementation. En général, les conseillers font un boulot formidable avec le temps, les moyens qui leur sont donnés, mais je n'ai rencontré que des gens très impliqués dans leur mission. C'est des gens qui sont convaincus de l'intérêt de ce qu'ils font. Par contre, parfois, c'est complexe de transmettre aux employés, aux salariés, peut-être même aux libéraux, aux professionnels extérieurs qui viennent travailler dans nos structures, de l'intérêt de la radioprotection et des conseils et des mises en application. Je dirais que vraiment, ça repose sur de la communication. Je pense qu'il faut entendre la difficulté des professionnels et ne pas jouer uniquement sur le fait que tout ça est réglementaire. On sait tous qu'il y a beaucoup de réglementations en France. C'est pas pour ça qu'on les applique tous, toutes par an. Donc bien sûr, c'est important que les professionnels aient en tête que ce sont des choses qui sont réglementaires, donc obligatoires. Je suis pas persuadée que ce terme obligatoire favorise la bonne appropriation des règles de radioprotection par les travailleurs. Par contre, si nous, on est conseiller en radioprotection, qu'on fait du travail de terrain, qu'on accompagne, qu'on est présent sur site, qu'on fait des observations pour bien comprendre aussi les problématiques des salariés, qu'on est présent avec eux, qu'on répond à leurs questions, qu'on fait des formations à la radioprotection tous les 3 ans, des formations qui ne sont pas forcément que des formations descendantes avec des PowerPoint qui parlent de physique nucléaire et qu'on fait des formations qui répondent à leurs problématiques. Voilà, je pense qu'en mettant tout ça en place, on peut arriver à s'assurer un maximum que les salariés appliquent les bonnes recommandations. Hier, j'ai discuté avec beaucoup de conseillers en radioprotection et ce qui ressortait en fait, voilà, de la difficulté, c'est vraiment de partir des problématiques de terrain et d'apporter nos solutions, ou à nous aussi, peut-être CRP, d'adapter ce qu'on a envie de faire aux problématiques du terrain et de partir aussi ce qu'on appelle les retours d'expérience. On sait qu'on a eu des incidents, des événements. C'est pas obligé d'être très grave, mais peut-être irritant. Voilà, le tablier qui tombe parce que le scratch n'est pas bien, il est décousu ou enfin je sais pas. Voilà, partir du problème du quotidien, du petit irritant, du professionnel et lui montrer qu'on est là aussi pour travailler avec lui et améliorer son quotidien. Je pense que c'est comme ça, si on montre aux professionnels qu'on est aussi à leur service et pas qu'au service de l'employeur et de la réglementation. C'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses. S'il y a une non-conformité, c'est quelque chose qui n'est pas suivi, alors déjà pour le travailleur c'est embêtant parce que ça veut dire que peut-être qu'on n'optimise pas sa dose, peut-être qu'il va recevoir plus de doses que ce qu'on aurait prévu pour lui. Alors, en espérant que ça n'aille pas jusqu'à un dépassement d'une valeur limite d'exposition qui conduit à un événement significatif en radioprotection, mais ne serait-ce que pour sa santé à lui, au travailleur. Et de façon plus large, après, si l'entreprise n'applique pas les moyens de prévention et de protection qui sont demandés par le Code du travail, et puis après plus largement aussi par le Code de la santé publique, on peut imaginer que ça aille jusqu'à un événement significatif en radioprotection. L'employeur, le RAN, déclare à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc là, après, il y a tout un process de publication sur le site internet,
de l'ASNR. L'ASNR peut venir aussi en inspection au sein de l'établissement pour voir si les choses sont remises en cause. Mais globalement, voilà, quand on n'est pas d'équerre, quand on a tout fait toutes les mesures de prévention, et on met de côté la sécurité du salarié, c'est l'ASNR, donc l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui va vite se rappeler à nous, qui va en inspection, s'ils s'aperçoivent qu'on ne suit pas, on a des remarques dans les lettres de suite avec des demandes très précises pour revenir et mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection. Et on peut imaginer que ça aille jusqu'à la suspension de l'autorisation de fonctionnement du service, de l'enregistrement ou de la déclaration. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la punition ultime. Je l'ai vécu personnellement, c'est rare, mais ça peut aller jusque-là. Et je suis allée même aussi, moi, dans mon ancienne mission, quand j'étais conseillère en radioprotection, je suis allée 2 fois au commissariat de police avec mon employeur qui était aussi responsable de l'activité nucléaire. Parce que l'ASNR avait constaté des manquements et a fait un PV auprès du procureur de la République qui diligente une enquête et donc la police nous accueille pour prendre nos dépositions. Voilà, après c'est pas aller plus loin que ça aujourd'hui, mais voilà, il y a des sanctions vraiment très précises, pénales, amende, emprisonnement en fonction de ce qui est caractérisé et observé par l'ASNR. Je suis intimement persuadée que le dialogue et la prévention, c'est beaucoup plus efficace que le couperet et la sanction derrière. Il y a vraiment ce gros travail de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement des professionnels à faire. La sanction, finalement, c'est un peu l'échec de ce qui aurait pu être fait avant et qui n'a pas fait. Ceci dit, je pense qu'il est important quand même que l'employeur garde en tête que c'est de sa responsabilité. Il met à disposition des équipements de protection individuelle auprès des salariés, mais ça ne suffit pas. L'employeur doit s'assurer que les salariés portent ces équipements de protection individuelle. Il n'a pas juste une obligation de moyens. Il ne doit pas juste fournir des EPI, des tabliers de plomb à ses employés. Il doit s'assurer que les employés les portent. Il a une obligation de résultat vis-à-vis de la protection des salariés. Donc, si à un moment donné, même si on est dans des pratiques interventionnelles radioligées, si on s'adresse à des médecins, l'employeur doit rappeler peut-être de façon un peu ferme, parfois, qu'il faut porter ces tabliers s'il n'y a pas d'autres moyens, a priori, de protéger. Donc, formation, sensibilisation, accompagnement un maximum, et puis à un moment donné, si ça ne suffit pas, peut-être un positionnement très fort de la hiérarchie, en disant, alors, ce terme-là que je n'aime pas, mais c'est obligatoire, ou en tout cas, c'est fortement recommandé pour votre propre sécurité. Mais il faut que l'employeur prenne son rôle dans cette question-là. Si ça correspond à l'utilisation, si ça correspond au poste de métier, au poste de travail, et que l'exposition, l'écran est vraiment entre la source d'exposition et le professionnel, moi ça me va. J'ai pas de contre-indication. Alors ça permet de libérer un peu de poids parce qu'il n'y a pas le plomb derrière. Par contre, s'assurer qu'il y a quand même bien un bon système d'accroche avec peut-être des boucles, une sorte de ceinture pour bien que le poids ne penche pas trop le professionnel vers l'avant. Peut-être se méfier des tabliers qu'on dit de bloc opératoire, juste avec des scratchs qui permettaient, mais j'ai rarement vu les personnes s'en servir, à descratcher et ça tombe au pied pour libérer le professionnel. Je pense qu'il vaut mieux un demi-chasuble avec une ceinture à clips qu'on ne peut pas faire tomber et qui est porté tout du long et qui permet une bonne répartition du poids entre le haut et le bas. Par contre, pour une IAD qui est tournée en permanence dos au patient, parce que notre source, c'est le patient, c'est pas le générateur, c'est le patient, là, ça n'a pas d'intérêt. Donc, sur des tables, sur des salles en interventionnel fixe, on a les paravents mobiles qui permettent de protéger le haut du corps. On a les bas-volets, on a les petits bas-volets qui remontent aussi un petit peu, qui permettent de protéger quand même le tout combiné les travailleurs. Alors, idéalement, on peut même voir des fois en cardiologie interventionnelle des cabines mobiles où le salarié est protégé
corps entier et puis protège finalement les professionnels qui sont derrière lui. Ça fait un peu de l'ombre aux professionnels. On a les paravents mobiles, peut-être pour des IAD ou des anesthésistes qui restent dans la salle, mais un peu plus loin et qui ne gênent pas la zone d'intervention, la zone, alors j'ai envie de dire la zone d'opération, mais au sens médical du terme, hein, pas la radioprotection. Et puis en complément ou en substitution, parce que par exemple, on est fois dans des blocs opératoires, et ben, on ne peut pas mettre de paravent, on ne peut pas mettre de bas-volets, on ne peut pas mettre voilà, ben, les tabliers de plomb, voilà, tabliers de plomb, sachant qu'on travaille d'abord dans le collectif et après dans l'individuel. Mais tabliers de plomb, cache thyroïde, les lunettes plombées, très importantes, parce que si on n'arrive pas à protéger le haut du corps avec un paravent, la dosimétrie au cristallin, en tout cas la valeur limite d'exposition du cristallin a vraiment baissé. On est à 20 millisieverts sur le cristallin, ce qui peut arriver très vite dans les salles de radio interventionnelles. Donc j'invite les PCR ou les CRP à vraiment faire des études cristallins et à proposer des lunettes plombées, à rappeler aux professionnels le port de la lunette plombée. 20 millisieverts, ça va très vite.